Premier mot, un immense merci à tous. C'est-à-dire que c'était une drôle d'aventure dans cette situation-là que de relever le défi de nous retrouver, de retrouver tous les acteurs du réseau de diffusion de la culture scientifique et technique en région en ligne, en distanciel, ce qui n'est pas du tout dans nos habitudes. C'était donc une grande nouveauté. Et du fond du cœur, notre premier remerciement, il va aux acteurs qui sont intervenus ici, aux intervenants à la fois de la région, mais aussi en dehors. C'était un vrai plaisir de préparer cela avec vous et ça a été aussi un plaisir que de pouvoir profiter de ces échanges très riches avec l'ensemble des participants. Alors, quelques chiffres, quelques informations, et en allant assez rapidement, sur ces 3 journées, c'est-à-dire près de 7 rendez-vous, et encore, je compte par demi-journée, on avait près de 146 acteurs qui se sont inscrits, une bonne partie en région centre, mais pas que. Et ça fait écho à cette idée, à ce mot qui est revenu, c'est que le numérique, sur lequel on a été amené, obligé finalement d'aller vers ce numérique pour retrouver la relation au public, pour retrouver la relation entre nous aux acteurs, eh bien, il y a eu non seulement des acteurs de la région centre, mais aussi un bon nombre de partenaires hors région. Au niveau du nombre d'intervenants, je ne saurais les remercier tous en les listant, mais c'est plus de 38 personnes. Si je parle de l'organisation, et je laisserai la caméra automatique pivoter tout à l'heure, si les collègues de Centre Sciences veulent bien rejoindre le côté de l'autre côté du miroir, l'autre côté de la caméra. Donc près d'une dizaine de personnes. J'ai cité Centre Sciences. Je cite aussi la région centre, le conseil régional, qui a la compétence en région sur la culture scientifique, et notamment Claire Girard, présente ici, un grand merci dans l'accompagnement, sur le temps de réflexion, sur l'échange avec les potentiels intervenants, pour voir comment ça pouvait répondre aux questions que l'on se pose, que se posent tous les acteurs. Un rapide coup d'œil sur ces 7 rendez-vous. L'ouverture qui s'est faite avec le président de Centre Sciences, Claude Fleurier, et puis avec le président de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau. Très vite, ce sont 3 grands témoins qui nous ont rejoints. En l'occurrence, David Giron, ambassadeur de la Fête de la Science, qui a rappelé toute l'importance de cette vocation à diffuser les sciences en tant qu'enseignant-chercheur, aussi en tant que directeur de laboratoire. Je dirais pas un sacerdoce, plutôt une passion, et une passion qui doit se transmettre, notamment en incitant les étudiants ou d'autres collègues à participer. Alors la fête de la science, drôle de casquette que d'en être ambassadeur en 2020, puisqu'il a fallu tout réinventer, et il a été effectivement porte-parole de ces acteurs qui ont dû se lancer sur le numérique, sur des visites sur rendez-vous par exemple, comme à l'INRAE, qui ont permis de rencontrer, de retrouver le public. On a eu le ministère de la Culture, Anne Jonchéry, auteur d'une enquête, qui nous a rappelé combien ces temps de confinement dans les pratiques culturelles des Français avaient été source de nouveautés. Par exemple, là où d'habitude le numérique c'est essentiellement l'apanage, le domaine sur lequel excellent les plus jeunes, eh bien les seniors, le terme ne me plaît pas, les plus de 45 ans, comme ça je me mets dans la barque, sont allés beaucoup plus vers cette consommation culturelle en ligne. Olivia Voisin, directrice des musées d'Orléans, était là pour nous rappeler combien quand même cette situation est terrible pour les acteurs de la culture. C'est d'ailleurs ce que le président de la région Centre, François Bonneau, avait aussi rappelé, combien cette situation était terrible puisqu'elle a cassé, coupé la relation directe au public, et c'est là-dessus que tous les acteurs ont été extrêmement imaginatifs et innovants. On a eu un pitch rapide, vous retrouverez tout cela bien entendu sur le site. On a eu un pitch au travers d'une dizaine de témoignages en vidéo de 3 minutes, de toute cette capacité d'innovation, de tout cet investissement qui a été fait par chacun pour se former sur de nouvelles méthodes, pour inventer une façon de maintenir la relation au public, en utilisant bien entendu les réseaux sociaux, en s'adaptant aux mesures de confinement par exemple. Et pour parler de cette adaptation,
une forme de résilience que tous les acteurs ont su montrer. Un des maîtres mots, c'est l'auto-formation, c'est-à-dire qu'il a fallu se former soi-même, essayer de trouver. Ce qui a donné tout son sens à la table ronde de l'après-midi, monter en compétences, pourquoi pas moi, ainsi que les questions, quel est le référentiel des métiers, qu'est-ce que c'est qu'un médiateur ou une médiatrice. La médiation, finalement, elle est l'œuvre d'un grand nombre d'acteurs, d'un grand nombre de compétences. Alors, là-dessus, sur ce sujet, peut-être une chose à retenir, c'est qu'il serait illusoire d'imaginer des méta-bibliothèques, en tout cas en région centre, ça n'aurait pas de sens. Il y a par contre un grand nombre d'acteurs qui sont capables de proposer des cadres de formation, des ressources. On a entendu notamment au cours de ces journées le Centre national de la formation des personnels territoriaux qui, avec l'association des musées en région Centre-Val de Loire, œuvre pour développer des visites apprenantes, car se rencontrer est le maître mot de l'échange de pratiques. Le forum ici était en distanciel, on espère pouvoir le retrouver en présentiel. Il fait partie de ces moments, de ces temps d'échange et de rencontres. Les anglicistes ou les spécialistes de la formation parlent, il me semble, de social learning, apprendre ensemble. C'est un des aspects importants. Deuxième aspect, le e-learning, on en a parlé avec l'auto-formation, pouvoir trouver des références, des tutoriels, des contenus. Eh bien ça, effectivement, il y a des ressources et j'en citerai une principale qu'on a découvert au cours de ces journées, Canotech, une initiative du réseau Canopé au niveau national, mais qui a été finalement pérennisée, comme nous l'a dit Hélène Mention, pérennisée parce que ça correspond à un vrai besoin, une vraie culture aujourd'hui de chercher à se former, à apprendre à mieux faire. Et dernier point, c'est effectivement la formation professionnalisante. Eh bien là, tous les acteurs se sont entendus pour ouvrir des passerelles, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de cloisonnement et qu'il y ait le plus possible de rencontres. Et je citerai à ce niveau-là l'exemple, par exemple, de la Maison pour la Science, qui, avec les scientifiques, a longtemps collaboré pour développer des formations, mais aujourd'hui, ça donne lieu à des activités innovantes où intervenants artistiques, sciences, pédagogie se retrouvent mêlés pour développer de nouvelles formes de formation, de montée en compétences. Rapidement sur la troisième séquence, avant de laisser la parole à Claire Girard, j'aimerais juste revenir sur le rendez-vous auquel j'ai eu la chance de participer. Science et BD, une relation renouvelée. C'était un peu une capsule, une bouffée d'air pur en ce moment, à l'initiative, ou en tout cas inspirée d'un rendez-vous que la Maison de la BD souhaitait proposer en 2020, un rendez-vous nouveau, puisque c'est en 2019 qu'avait eu les premières rencontres BD et enseignants. En 2020, en avril, ça devait être sur le thème science et BD. Et on s'était dit, bah oui, effectivement, il y a une relation très très vive, très fraîche, même si historiquement, science et illustration ont toujours été entremêlées. Je ne citerai que quelques exemples comme l'archéologie, le croquis naturaliste, par exemple. Mais aujourd'hui, dans cette relation, on a par exemple, dans chaque édition maintenant de la Fête de la Science, Science en Bulle, une édition coédition du ministère de la Culture et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, diffusée à près de 80 000 exemplaires et qui donne à apercevoir l'activité de recherche, le travail dans les laboratoires par le biais de la mise en bulle de travaux, de thèses de doctorants. Alors justement, il en a été beaucoup question au cours de cette table ronde de la collaboration entre scientifiques, illustrateurs, d'un travail toujours de médiation. Qui tient la plume exactement? En général, c'est de la co-scénarisation, chacun amenant son regard. En tout cas, on est dans un temps de rencontre, de dialogue. Sur les points à signaler, c'est qu'effectivement, là encore, la place des sciences humaines et sociales est extrêmement importante. La bande dessinée, comme le livre, peuvent être le point d'interpellation des lecteurs pour les sensibiliser à un sujet, à un enjeu de société. C'est aussi l'occasion de faire découvrir
autrement les connaissances, de les remettre en question. En l'occurrence, Pascal Briouat est historien et spécialiste de la Renaissance, qui a contribué à cette table ronde et surtout qui a édité avec Anne Simon une bande dessinée tout récemment, dont l'histoire de France réinventée en bande dessinée, qui lutte contre le récit historique. En l'occurrence, là, est-ce que la Renaissance a vraiment eu lieu ou pas? On est bien dans l'activité de la recherche, même si d'aucuns oseraient dire que l'histoire n'est pas une science. Pascal Briouat, le premier, aurait pu utiliser ces mots. L'après-midi du mercredi, eh bien, j'en dirai un peu plus dans quelques instants, mais j'aimerais laisser la parole à Claire Girard de la Direction de l'enseignement supérieur, de la recherche et du transfert de technologie à propos de la table ronde proposée par l'École de la médiation, qui était l'un de nos partenaires sur l'organisation de ces journées. Oui, merci Guy-Antoine. Merci Guy-Antoine. Alors, plus qu'une table ronde, c'était un atelier participatif qui nous a réunis, on était une petite quinzaine sur pré-réservation mercredi matin. Donc, cette séquence animée par l'École de la médiation était en fait un atelier prospectif où on s'est projeté à 15-20 ans. On s'est pris à imaginer ce qu'il y aurait eu comme transformation dans le futur et surtout, quels impacts sur la médiation, le métier, les pratiques, les outils. Donc, on s'est répartis encore en mini-groupes pour profiler des types de médiateurs et médiatrices du futur, avec des statuts très différents, des âges différents, des contextes différents. Et on a travaillé beaucoup de choses, on a imaginé beaucoup de choses sur les transformations de ces métiers, avec des modalités concrètes, des environnements de médiation sans doute bien différents d'aujourd'hui. On a par exemple aussi échangé sur les statuts. Certains imaginaient des corps de fonctionnaires de la culture scientifique versus d'autres qui avaient des visions beaucoup plus autour d'une ubérisation du statut auto-entrepreneur, par exemple. Et puis, des inquiétudes. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en physique? Est-ce que demain, on ne sera pas des hologrammes? Quels seront nos métiers? Quelles seront nos pratiques? Donc, pour conclure, ce fut créatif, prospectif, et on s'est vraiment dit avec l'École de la médiation que ce serait intéressant de poursuivre ce travail sur la durée, en lien avec le travail qui se fait au national sur la cartographie des compétences en jeu dans la médiation scientifique, cartographie vivante, évolutive. Voilà. Et sur cette question de médiateur dans l'avenir numérique ou virtuel, on avait deux rendez-vous, à la fois mercredi après-midi et ce matin, qui parlaient beaucoup de cette numérisation. En particulier, est-ce que c'est une nouvelle donne pour la culture scientifique que cette possibilité d'aller en live ou de diffuser en différé, mais des contenus enregistrés, de la vidéo, de cet apport-là? Finalement, pendant cette année, beaucoup, quand ils se sont auto-formés, c'est notamment pour pouvoir maintenir la relation au public en essayant de retrouver un contact par l'image, par des tutoriels, par des contenus, des rendez-vous. À ce titre-là, on a eu un grand panel d'exemples de personnes qui étaient plus ou moins expérimentées, dotées. Je pense à l'équipe de la Maison des Sciences de l'Homme, par exemple, où là, il y a vraiment un vidéaste dans l'équipe, mais à d'autres exemples complètement différents, comme ce matin, où Lucie Lejeune et puis Caroline Yefferari, deux médiatrices du Musée de la Marine de Loire, nous ont expliqué que c'était une question non pas de survie, mais une vraie nécessité pour elles que, lors de la fermeture du musée, de garder ce contact et finalement, à la maison, avec les moyens du bord, de faire une petite vidéo, des tutoriels avec des choses simples, mais qui permettaient encore d'être en contact, même virtuel, avec le public. Alors, pour revenir sur l'exemple de la MSH, même pour les professionnels, il semble que cette période ait été une période apprenante, puisque ça a été l'occasion de faire différemment. En l'occurrence, de co-scénariser avec les chercheurs, là où ils étaient au service d'eux par le biais de l'image, et bien cette fois-ci, d'écrire ensemble. Et ça a été le cas aussi sur le pôle des étoiles, par exemple, où eh bien, un médiateur nouvellement, qui avait rejoint nouvellement l'équipe, mais avec un bagage technique, étant aussi youtubeur, a pu certainement, dans le cadre de la transmission, finalement motiver l'équipe et faire en sorte que là où il y avait encore peu de choses en ligne, eh bien, ce soit plus facile, malgré les nombreuses contraintes, en déployant finalement un e-événement pour retrouver quand même la nuit des étoiles, mais cette fois-ci uniquement en numérique. Alors j'aimerais revenir juste sur quelques mots entendus au cours de cette journée, de ce jeudi. Quand on parle de ressources numériques quand même, c'est vraiment pour
compenser les fermetures au public. Comme je le disais, on a entendu parler de questions d'urgence, d'un manque de lien, de contact, une volonté de le retrouver, mais c'est avant tout ce que l'on entend aujourd'hui, une impatience de retrouver le public. On peut se demander finalement, est-ce qu'on l'a touché ou pas? Comment évaluer la possibilité par le numérique d'être toujours en lien? Vraiment là, l'important, c'était garder une connexion, garder un échange, et notamment pour le public scolaire, on pense aux plus jeunes, aux familles qui ont eu à remplacer finalement les enseignants dans la transmission du savoir, ou en tout cas accompagner leurs enfants dans cette période si singulière. Alors pour l'avenir, qu'est-ce qui se trace? Eh bien très certainement une acquisition de compétences, si je retiens ce terme-là, par l'auto-formation. La crise sanitaire a été un accélérateur dans le développement des pratiques. Il y a certainement un intérêt à capitaliser sur ces savoir-faire, mais peut-être pas dans l'immédiat, car l'une des principales contraintes, c'est que ça consomme énormément de temps, d'investissement humain. À ce titre-là, je rappellerai ce que l'on a nous-mêmes vécu avec le forum et cette réalisation sur 3 jours, exceptionnelle, mais aussi exceptionnellement riche. Par rapport à la création de ressources, un témoignage du CEA, Thalys Cardis, était très intéressant pour faire comprendre qu'il ne suffit pas de poster, mais il faut aussi le rendre visible. Et pour cela, des lettres d'information, des temps de rencontre ou même des événements adaptés en numérique peuvent être fructueux en élargissant l'audience. Sur cette séquence qui vient de se terminer, Esprit critique es-tu là? En quelques mots, parce que je vois le temps qui file, sciences et médias, avec Jérémy Nisset de l'école publique du journalisme de Tours. Les maîtres mots, ça a été vulgariser, c'est-à-dire rendre accessible, simplifier, sans trahir. Mais est-ce que dans l'information, tout se vaut? Dans cette question-là, pour apprendre à mieux à développer son esprit critique, il faut essayer de reconnaître une grammaire du faux, ne pas tout prendre pour argent comptant, se demander qui me parle quand je suis à la découverte d'une information. C'est aussi, bien entendu, un certain nombre de repères que les enseignants partageant à cette table ronde sur l'esprit critique, qui était exactement sciences, médias et éducation, esprit critique es-tu là, nous ont partagé. Développer l'esprit critique des jeunes, c'est leur apprendre un certain nombre de codes. Il y avait aussi Thérèse Lautier, documentaliste de l'Académie de Dijon, qui est revenue sur ce point avec des ressources donc de nos voisins de l'Académie proche, mais qui sont tout à fait partageables sur l'Académie d'Orléans-Tours. Des sources, c'est une chose, des contenus référencés, quelque chose de complexe comme la pensée scientifique ou les propos de la recherche, mais qui restent accessibles. Évidemment, dans tout cela, il faut arriver à accroître l'éducation aux médias. En particulier, on a évoqué des outils pour les professionnels qui sont à ce moment-là bien connus, comme le Factoscope, qui permettent d'agréger toute la recherche de fausses informations. Mais des questions ont émergé, telles que celle de est-ce qu'il y a des réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des médias à éviter? Alors là, j'aimerais reprendre les mots des journalistes. Il y avait Jennifer Gallet aussi du média The Conversation, qui est devenu La Conversation désormais, un média où on écrit à 2 plumes, collaboration entre scientifiques et journalistes, où là, l'une des grandes questions, c'est l'éthique qu'il y a derrière, c'est-à-dire le journaliste qui parle en étant tout à fait, enfin pardon, le scientifique qui parle en étant tout à fait transparent sur ses conflits d'intérêts éventuels, et le journaliste en coulisses, entre guillemets, qui fait un travail de médiation, ce mot-là à nouveau revient, en aidant les auteurs scientifiques à rendre accessibles leurs propos. Alors, le point que tous ont évoqué, c'est quand même face à une source d'information, notamment dans les réseaux sociaux, dans les blogs, les très nombreux médias, de plus en plus importante, un manque de temps pour réfléchir. Et là, c'est une alerte, une prise de conscience. Il faut travailler à plusieurs, il faut partager, effectivement, il faut prendre le temps de réfléchir. Et certainement, non pas de quitter les réseaux sociaux, question que certains médias pourraient se poser, mais comme l'indiquait Thomas Durand, de bien savoir où on va et de plutôt cultiver
le débat, faire en sorte que des avis divergents puissent se parler, plutôt que de vouloir absolument le modérer, ce qui peut paraître très très difficile. Voilà comme un rapide retour. Sachez que vous retrouverez chacune des capsules de ces demi-journées en ligne dans le programme, que tous ces échanges seront transmis, enrichis des liens donnés par les uns et les autres. Et j'aimerais laisser la parole à ceux qui ont permis à ce que ces journées se fassent, en l'occurrence à la région Centre. Oui, bien sûr, Guy-Antoine. Nous voulions en effet vous informer de cette actualité nationale que peut-être certains d'entre vous n'ont pas vue. La culture scientifique a été en effet évoquée dans la très récente loi de programmation pluriannuelle de la recherche, adoptée par le Parlement tout fin décembre. Vous êtes invités à en prendre connaissance, bien sûr, directement. Vous pouvez aussi retrouver des informations à ce sujet sur le site de l'AMSTI, la tête de réseau national, qui s'en est fait l'écho en début d'année via son bulletin. Mais profitons du cadre de notre forum régional pour un rapide décryptage, car cela vous concerne, que vous soyez acteur qui de près ou de loin est impliqué dans la médiation scientifique ou plus largement le partage de l'innovation. Ce qu'on peut retenir, cette loi de programmation pour la recherche, elle s'avère tout à fait positive pour la culture scientifique, caractérisée comme faisant partie intégrante de la culture au sens large. Et ce qu'on observe particulièrement à la fois dans la partie normative et dans le rapport annexé de cette loi, c'est que la CSTI y est inclus dans un paradigme plus large, je dirais, qui est celui des relations sciences-société. Non pas qu'il s'agisse de tirer un trait sur la CSTI en tant que telle, mais de l'inscrire dans une dynamique volontairement plus large, avec des enjeux qui se recoupent bien entendu, puisqu'à la lecture, on voit que la diffusion de la culture scientifique, mais aussi les recherches participatives, la recherche plus globalement en appui aux décisions publiques, la démarche de sciences ouvertes également, vont dans le même sens d'une construction d'esprit critique, du renforcement des capacités des citoyens et donc d'une vivification du débat démocratique dans un contexte particulièrement marqué par la crise de la confiance et le désordre informationnel. Ne vous étonnez pas de ne pas trouver de mention de la CSTI en tant que telle dans le texte de loi. Vous trouverez toutes les occurrences significatives dans le rapport annexé. Et pour l'anecdote, la question du dialogue science-société a apparemment passionné les parlementaires sur fond de crise sanitaire, avec de nombreux amendements dont les principaux ont porté sur les sciences participatives, un financement de la CSTI désormais inclus dans les projets et appels à projets de l'Agence nationale de la recherche, donc l'ANR, des questions sur la place aussi de la science dans les médias et par exemple à la télévision, au niveau de tout ce qui est audiovisuel, la reconnaissance des acteurs de CSTI, associatifs, mais aussi acteurs de la recherche. Et puis, je pourrais citer un exemple concret. Il est proposé et fortement recommandé de permettre à tous les élèves, au cours de leur scolarité, de découvrir au moins un établissement dédié à la culture scientifique, technique et industrielle. Voilà, je ne veux pas être trop longue. Peut-être vous indiquer que vous constaterez qu'il ne s'agit pas d'évacuer le T et le I de CSTI, mais bien de replacer les activités de médiation qui s'y rattachent dans ce prisme plus global que j'évoquais, les interactions qui font le dialogue science-société. Voilà. Nous attendons par ailleurs de futures annonces du gouvernement pour aider à concrétiser ces principaux axes avec peut-être des moyens dédiés supplémentaires et nous vous en informerons le cas échéant au sein du réseau avec Centre Sciences. Merci de votre attention et je passe la parole à Anne Beignet, vice-présidente en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche, du transfert technologie et de la CSTI au Conseil régional du Centre Val-de-Loire. Et en la personne d'Anne Beignet, vice-présidente en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi qu'à Claude Fleurier, président de Centre Sciences, qui avaient tous deux ouvert ces journées mardi matin. Alors, Claude Fleurier ou Anne Beignet, votre micro étant coupé, je vous invite à l'ouvrir pour cette séquence. Claude, je vous laisse la parole. Oui, merci. Vous m'entendez? Très bien. Bon, merci. J'ai eu un peu de difficulté à me connecter. Là, j'ai poireauté pendant un quart d'heure, mais bon, c'est bien. Bonjour à tous. Guy-Antoine vient de faire un résumé bilan de ces 3 journées, je crois, de manière assez exhaustive, donc je ne vais pas revenir dessus, bien entendu.
Je vais simplement remercier l'ensemble des participants, des intervenants et puis des organisateurs, hein, l'équipe de Centre Sciences. Il y avait un véritable défi à relever, de pouvoir organiser un forum en distanciel. Hein. Un forum, normalement, c'est quand même un lieu physique où on se réunit, où on peut échanger, discuter. Bon, on a réussi. Alors, il manquait quand même la dimension de convivialité. Je veux dire qu'à un certain moment, quand on est dans un amphi, on aime bien voir les gens, leurs bobines, les réactions, etc. Bon, là, on est un peu privé de ça. Mais sinon, c'était très, très bien. En termes de contenu, il n'y a rien à dire par rapport aux années précédentes. On est largement au même niveau, même mieux peut-être. Des interventions très, très intéressantes, des thématiques aussi bien choisies, en plus dans l'air du temps, évidemment. Donc, merci, bravo à l'équipe de Centre Sciences, merci à tous ceux qui ont contribué à faire de ce forum une réussite, je pense. Alors, on verra au niveau du bilan de satisfaction, mais personnellement, je pense que c'est une bonne réussite. Voilà, et puis donc au prochain forum l'année prochaine, j'espère dans des conditions un petit peu plus conviviales, comme j'ai déjà dit. Merci et je passe la parole à Anne Beignet. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Moi, 2 mots. Le premier, c'est bravo. Bravo aux organisateurs, bravo aux intervenants, bravo à vous tous qui avez assisté pendant ces 3 jours. Alors, peut-être pas sur tous les ateliers, mais sur une bonne partie des ateliers. Le forum cette année, vous le savez, c'était pas gagné. Il aurait pu être totalement supprimé, il ne faut pas l'oublier. Et le travail effectué par tous pour pouvoir le faire en visio, c'est un travail important. Et Claude, je crois que vous avez raison, c'est une réussite, le bilan le dira. Mais déjà, quand on voit la richesse du résumé qui a été fait par Guy-Antoine, on se dit que tous les sujets apportés et traités ont été importants. Et puis mon deuxième mot, c'est ensuite. Je vois qu'il y a plein d'idées qui ont été données lors de ce forum. Il y a plein de pistes qui se sont ouvertes. Donc, il va falloir les examiner, savoir lesquelles sont les plus intéressantes, comment on y va, pour, bien évidemment, au profit, je ne dirais pas de la culture scientifique, mais au profit du public. Au profit du public qui a besoin, surtout en ce moment, et François Bonneau l'a rappelé dans son introduction, qui a beaucoup besoin en ce moment de pouvoir se faire une idée juste de tout ce qui est dit et pas seulement sur la Covid. Donc, je crois, on espère tous que le prochain forum, on pourra se voir, on pourra être ensemble. Peut-être qu'il faudra garder une partie avec des ateliers, ça, un mix, c'est non. Eh bien, je crois que c'est terminé. Alors, je vous laisse fermer vos ordinateurs. Vous allez enfin pouvoir vous reposer les yeux. Et à très bientôt à tous. Au revoir.